Nasser Larguet, bonjour. Bonjour, c'est Abdelrahman. Donc, vous avez pendant de longues années été le directeur de l'Académie Mohamed VI. D'ailleurs, vous, c'est l'un des grands pères fondateurs de cette académie. Aujourd'hui, vous êtes directeur technique de l'Arabie Saoudite. Entre-temps, vous avez été directeur technique de plusieurs clubs français. Le dernier, c'est l'Olympique de Marseille. Quand vous voyez le parcours de l'équipe nationale en Coupe du Monde, ça va vous faire énormément de plaisir de voir que beaucoup de vos joueurs font partie de cette équipe, ont participé à cette épopée. Oui, c'est vrai que c'est très gentil de votre part de rappeler un petit peu le passé, mais c'est vrai que c'était un bonheur de voir notre équipe nationale arriver à ce niveau-là. C'est vrai que quand on a démarré l'académie grâce à Sa Majesté, il faut pas l'oublier, qui a été visionnaire pour tracer la feuille de route du football national, qui était un peu en difficulté, malgré un passé vraiment de grande qualité. Et c'est vrai, voir cette Coupe du Monde ouvrir les yeux au monde entier que le football existe au Maroc avec beaucoup de qualité, ça nous fait rembobiner un petit peu l'histoire en disant tiens, cette académie, ben, elle a pu participer à l'élan du football national avec 4 joueurs, pas moins de 4 joueurs, après seulement quelques années. Pour arriver en Coupe du Monde, c'est pas simple, avec 3 titulaires, et puis un par ligne. Les gens ne le pensent pas parce qu'on a Youssouf Nasseri comme attaquant, Ounahi comme milieu de terrain, Naïf Aguel comme défenseur, et le troisième gardien de but, Redat Tagnaoutier, qui était sur le banc de touche. Des garçons qu'on a aidés, qu'on a accompagnés dès l'âge de 12 ans, ce qui veut dire qu'au Maroc, il y a du potentiel, qu'au Maroc, il y a des possibilités de développer encore plus de joueurs, et c'est vrai que ça a été une bouffée d'oxygène et un énorme bonheur, d'abord parce que mon pays est arrivé à ce niveau-là, et deuxièmement, bien sûr, je pense qu'on y a participé. Donc, vous avez vu plusieurs joueurs, vous avez cité 4 joueurs, et non des moindres. On aimerait bien un petit peu, aujourd'hui, qui est un cadre aujourd'hui de l'équipe nationale, c'est Naïf Agred. On aimerait un petit peu que vous nous parliez un petit peu de son histoire. Comment il est arrivé à l'académie, comment il a explosé. Quelle belle question, parce que effectivement, c'est une histoire structurante, une belle histoire. Un garçon que j'avais vu sur un tournoi à Témara, c'était un numéro 10, un garçon très frêle, longiligne comme il l'est, et puis avec une qualité technique qui m'a frappé dès le départ. C'est pas un garçon qui allait vite, c'est pas un garçon qui était typique de joueur marocain, un garçon qui était capable de jouer à 50-60 mètres avec une super précision, un gaucher en plus qui est très élégant. Et je me suis dit, tiens, avec une technique comme ça, être capable de jouer long, parce que quand vous jouez long, eh ben, vous devez l'accompagner avec de la vision, savoir où vous allez déposer le ballon. Et je l'ai recruté pour cette idée-là. Il avait à peine 12 ans. Sa maman était adorable parce qu'elle nous l'a confié. Elle a confié son bébé, qui était de Kenitra, donc pour avoir une aventure. Et c'est un garçon, en plus, tous les garçons qui avaient 12-13 ans, c'est moi qui étais leur coach en tant que directeur de l'académie, donc pour leur donner les premières bases avant de monter avec les autres entraîneurs. Et très souvent, je le menaçais de ne pas le garder parce qu'il tombait un peu dans la facilité, dans l'élégance, mais il avait une intelligence exceptionnelle qui lui faisait lire le jeu à une vitesse incroyable, parce que j'y crois aujourd'hui que le football ne se joue pas seulement avec les pieds, se joue avec la tête, et lui, il avait la tête. En plus d'un beau pied gauche, il était capable d'anticiper les actions. C'est lui qui s'est inventé comme défenseur, parce que je le recrute en tant que numéro 10. Et pourquoi il s'est mis comme défenseur? Parce qu'il a eu l'intelligence de dire, mais moi, je peux pas jouer attaquant. Moi, milieu de terrain, il y a une concurrence féroce parce que tous les Marocains aiment jouer milieu de terrain parce que c'est là où on touche le plus de ballons. Et il s'est positionné défenseur. Il me l'a De raconté. lui-même. De lui-même. J'étais son entraîneur, mais de lui-même, quand on faisait des jeux réduits, il se mettait derrière. Parce que derrière, ça lui permet de jouer long. Il s'est mis dans un positionnement où il pouvait jouer sur ses qualités. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. La preuve, parce qu'après, il obtient son bac avec mention très bien. Il commence l'université à l'Institut Moulachid pour être prof de sport. Il a fait 2 années. Il parle 4 langues. Il parle espagnol, anglais, français, l'arabe. C'est une belle histoire, ce garçon-là, qui reconnaît que l'académie lui a donné ses chances. Il n'a pas eu toujours une vie facile. Il s'est battu. Et aujourd'hui, on est très fiers de le voir et de le voir comme cadre. J'ai eu un journal anglais qui m'avait appelé. Il est plébiscité par les fans pour qu'il devienne le capitaine de cette équipe de West Ham. Et même dans son parcours, il a été d'une intelligence incroyable. Il avait des possibilités de partir en Espagne au départ, à la sortie de l'académie. Il a fait le choix de rester au Maroc avec le FUS.
grâce à Walid Regragui, qui a été le premier à croire en lui. Il nous avait posé des questions sur lui, et puis il a cru en lui, il lui a donné les bases du professionnalisme avant d'aller à Dijon, Rennes pour jouer la Coupe d'Europe, et maintenant West Ham. Voilà, donc c'est un garçon qui est un modèle pour moi, et je conseille pour chaque enfant de notre pays qui rentre dans ce milieu-là, ne pas penser à l'argent, penser à construire sa carrière. Et lui, il a su construire sa carrière. Donc, à contrario de Aigret, que vous-même, vous avez recruté dès 2 ans, il y a un autre joueur un peu atypique, Siounahi, au milieu de terrain, que vous avez recruté dans un truc, je crois, à l'académie annexe de l'académie Mohamed VI. Il jouait à Miro Foot sur la région de Casablanca, et j'avais des recruteurs qui aussi étaient des forces de proposition, d'idées. Donc c'est eux qui m'ont donné l'idée d'avoir des petites structures annexes dans le pays. On en avait une à Marrakech, une à Casablanca. La première qui a commencé, c'est Casablanca, ensuite à Marrakech, à Tanger, à Fès. Et donc il nous a permis de mettre des enfants nourrices de 9 ans à 12 ans. Et lui, on l'a recruté à 10 ans dans cette partie dans l'annexe de l'académie qui était à Casablanca. Et donc il était atypique, effectivement. C'était un joueur d'instinct, de l'inspiration. Il avait une technique qui était vraiment de très forte qualité. Il aimait le ballon, il aimait dribbler, il aimait jouer. Et donc, on l'a pris pour ça, pour cette fraîcheur. Et donc, bon, c'est vrai qu'après, quand il est rentré à l'académie, je partais de l'académie pour aller à la direction technique nationale. Donc, il a continué son cursus, et aujourd'hui, il est arrivé à Marseille. Il a montré des grosses qualités, même si parfois il est en difficulté, mais j'y crois beaucoup parce qu'il a beaucoup de talent. Et puis il l'a montré à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, quand l'entraîneur espagnol il dit mais c'est quoi ce joueur-là, c'est quand même un gage de qualité et de potentiel d'avenir. C'est une reconnaissance de la qualité du joueur. Bien sûr, c'est la qualité du joueur et aussi la qualité de l'accompagnement du joueur. Vous avez beaucoup de joueurs qui malheureusement sont dans des clubs et qui émergent pas. Alors que là, il y a eu cet accompagnement à la fois technique, tactique, physique, mental, scolaire, éducatif, alimentaire. Tout ça contribue à la réussite ou l'échec du joueur. Il a été mis, je pense, dans de bonnes conditions pour arriver à faire ce qu'il fait aujourd'hui. On voit souvent les joueurs là que nous venons de citer, qui sont en équipe nationale. Il y a d'autres qui sont également dans les équipes 23 et tout ça. Ces joueurs, on a constaté que ceux qui ont pu percer, réellement aller de loin, c'est ceux qui sont partis soit directement de l'académie à l'étranger, pas beaucoup de joueurs qui ont sorti de l'académie et ont rejoint des clubs marocains. Pourquoi ça cloche? Alors que les clubs devront être un relais. Alors, je vais être très honnête avec vous. C'était l'idée que l'on avait eue avec, pour Sa Majesté, avec Simajidi, qui était aussi mon président à l'académie. C'est de dire, nous, on est là pour former des joueurs, bien sûr, pour les équipes nationales et pour nos clubs, avant de partir. Parce que pour moi, partir à l'étranger à 18-19 ans, c'était trop tôt pour moi. C'est un peu l'exemple de Naïf qui a pris son temps avant de partir. C'est le bon exemple. Ou bien, quand ils partent à l'étranger, il faut qu'ils partent sur des bases, je dirais, raisonnables, comme par exemple Youssef Nasseri qui est allé à Malaga, ensuite il est parti à Leganés et maintenant à Séville. Il y a beaucoup de clubs qui le demandent. Donc, c'est vraiment avoir un véritable parcours. Mais aujourd'hui, je suis très agréablement surpris parce que n'oubliez pas que sur les 57 joueurs que j'ai pu accompagner sur les 5 années de direction à l'académie, 47 jouent au football professionnel, et notamment ici au Maroc. On prend le petit Haïmoud, le petit Bousfiane. Ben, je vais être très honnête avec vous, les clubs ne souhaitaient pas prendre des joueurs de l'académie, tout simplement, et je vais être très direct et très franc, parce que certains éducateurs dans des clubs, pas tous bien sûr, parce que certains étaient reconnaissants du travail, ne voulaient pas prendre de joueurs de l'académie, tout simplement pour pas montrer le fruit de l'académie. Donc c'était un petit peu un blocage. De la jalousie. Un petit peu de la jalousie, parce qu'on mettait en lumière le problème qu'il y avait dans les clubs, et notamment la formation dans les clubs. On a montré que des joueurs qui n'étaient pas forcément des licenciés de clubs, qui ont récupéré un petit peu partout du Maroc, qui étaient capables de jouer ensemble, de progresser ensemble. Et n'oubliez pas que sur les 5 années, on gagne 2 titres de champion moins de 15, c'est pas l'objectif, mais on gagne 2 titres de champion moins de 15, alors qu'on venait juste d'exister, 2 titres de champion moins de 19, un titre de vice-champion des moins de 17 ans, et on commençait à avoir des joueurs dans les équipes nationales en l'espace de 5 ans. C'est quelque chose on a vu rarement cela. Et donc, certains éducateurs disent, tiens, attention, si jamais on donne trop de lumière à l'académie, peut-être que on va être pris à partie.
Mais je leur en veux pas parce que c'est humain, je dirais. C'est humain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, de plus en plus, grâce à la Coupe du Monde, il y a eu cette ouverture. Les moins de 17 ans sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a des joueurs de l'académie. Il y a des garçons, les U23 se sont qualifiés pour les JO. Bon, il y en avait pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, notamment le gardien ou Taraline et tout ça, donc qui arrivent à émerger, qui font partie de cette équipe-là. Et l'équipe nationale A, qui a les 4 joueurs. Pour avoir un joueur ou 2 joueurs, parfois, quand on est un club qui joue en équipe nationale, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, vous en avez quand même 4. Vous avez eu d'autres joueurs. Abkar qui est rentré dans le groupe, c'est un joueur de l'académie. Donc voilà. Donc on doit remercier Sa Majesté d'avoir eu cette vision de développement. Et puis de nous avoir donné les moyens de pouvoir le faire. Et aussi remercier les joueurs et leurs familles qui ont été au départ dans l'inconnu de dire bon, on veut bien confier nos enfants, mais c'est quoi? D'ailleurs, récemment, j'ai vu l'une de vos entretiens que vous avez accordé à un organe étranger où vous mettez en garde les familles qui tuent leurs enfants pour le football. Est-ce que cette notion existe au Maroc également? Est-ce qu'il y a des familles au Maroc qui tuent leurs enfants pour le football? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous leur dites à ces familles-là? Je pense que c'est quelque chose d'international. C'est pas spécifique à la France ou au Maroc. Je pense que partout, on a envie de voir son fils être celui qu'on n'a pas été des fois. D'accord? Et parfois, on les pousse à l'extrême. Et on en fait, et le danger qu'il y a, c'est d'en faire un tiroir-caisse. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir faire vivre la famille. Et ça peut être, je dirais, naturel. Quand on est un peu dans la difficulté socialement, on se dit que mon fils, grâce au football, quand on voit les sommes faramineuses aujourd'hui dans le football, on a envie que ça soit dans la même lignée. Et je leur dis, mais attention, il y a des enfants, c'est par palier. Il y a des enfants qui réussissent à 18 ans, d'autres à 20 ans, 25 ans. Laissez les gens s'épanouir. Et surtout, ne mettez pas vos enfants entre les mains, je m'excuse de le dire, de charlatans du football. Des agents, parfois, il y a des très bons agents, ça, c'est comme partout, d'accord? Et il y a des agents qui ne sont pas honnêtes, d'accord? Qui veulent gagner de l'argent sur le joueur. Si le joueur ne réussit pas, ils le jettent à la poubelle. Donc je dis aux parents, soyez attentifs, laissez votre fils s'épanouir, laissez votre fils de faire du football son métier. Et son métier, c'est pas forcément à 17-18 ans. Un médecin devient un spécialiste en médecine, à quel âge? Peut-être les plus précoces, 27, 28 ans, 29 ans. Certes, dans le football, la carrière est courte, mais laissez, je pense qu'un bon professionnel devient vraiment, je dirais, opérationnel pour un club à 22, 23 ans. 22, 23 ans, s'il a une bonne hygiène de vie, il peut avoir en moins 10, 15 ans de carrière. Mais 10, 15 ans de carrière avec un véritable métier, gagner beaucoup d'argent, etc. Mais les agents, des fois, veulent aller très vite, de dire, il vaut mieux que j'en profite maintenant, parce que demain, je sais pas ce qui va être. Mais je dis aux parents, choisissez l'agent éventuellement, pas à 15 ans, pas à 14 ans, pas à 16 ans, pas à 18 ans. Laissez, quand il commence à rentrer dans le monde professionnel, vous pouvez confier la carrière de votre fils à un agent et que l'agent ne vous parle que du sportif. Ne vous parle pas d'argent. L'argent, ça sera son métier. C'est quand il négocie avec le club. Mais vous devez savoir quel équilibre pour votre fils, quelle est la santé de votre fils. Le jour où votre fils n'a pas de club, que fait l'agent pour lui? Le jour où votre fils a une blessure grave, que fait l'agent pour lui, indépendamment du club? Je pense que la réussite ou l'échec d'un joueur, c'est l'environnement qui l'entoure. Parfois, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le club, c'est tout ce qui tourne autour. Parce que dans le club, combien de temps passe un joueur dans le club? Allez, grand maximum, 4 heures. Dans une journée de 24 heures. Il fait quoi après? Il va dormir 8 heures. 8 et 4, 12. Il reste 12 heures. Il est entre les mains de qui? De sa famille? De ses copains? De ses agents? Et parfois, les clubs ne maîtrisent pas ça. Une fois qu'il est en dehors du club, eh ben, qu'est-ce qu'il devient? C'est là où il y a l'échec, la réussite. Si on maîtrise cet environnement, eh ben top. Si on maîtrise pas cet événement, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai fait une conférence quand je suis arrivé en Arabie Saoudite. Je suis allé questionner 4 entraîneurs. André Villas-Boas, Hervé Renard, Roberto Mancini et Arsène Wenger. Et un d'entre eux m'a donné une idée exceptionnelle.
c'est André Villas-Boas, qui va se présenter bientôt pour l'élection pour devenir président de Porto. Il me dit exactement ça. Je lui dis, c'est quoi le joueur de demain? Il me dit, le joueur de demain, ça doit être aussi de la responsabilité du club. C'est ce que je viens de dire. Le temps, en dehors de l'entraînement, on en fait quoi? Lui, il veut maintenant, quand un joueur signe dans le club, il signe avec des sommes incroyables. Exact. Si vous divisez la somme par le nombre d'heures qui passent par le club, c'est impressionnant, c'est même aberrant. Donc aujourd'hui, il veut absolument que le joueur arrive à 8h ou 9h du matin, prenne le petit déjeuner là-bas, s'entraîne, déjeune, se repose, s'entraîne, et quand il n'y a pas d'entraînement, il va faire comme une conciergerie. Un responsable de la préparation physique, un responsable de la préparation mentale, un spécialiste de la nutrition, un spécialiste de tout ce qui tourne autour du football. Et le joueur, il va aller dans les ateliers dont il a besoin. Soit il sera orienté par le staff ou par le médical, il peut aller faire les soins, il peut faire plein de choses. Et donc, le gars doit au club au moins 6-8 heures par jour. Ouais. Et comme ça, il n'est pas lâché dans l'environnement. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, la réussite ou l'échec d'un joueur, elle dépend également de l'environnement extérieur. Elle passe par là, et c'est pour ça, pour revenir à ce que vous dites dans ce que j'ai dit aux journalistes, effectivement, il y a des parents qui sont capables de tuer leur enfant parce qu'ils le confient à des gens qui ne sont pas très honnêtes, parce qu'ils donnent pas les bons conseils au bon moment. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pendant les années que vous avez passées à l'académie, combien ça vous coûte la formation d'un joueur de début, son entrée à 12 ans jusqu'à sa sortie? Nous, on a fait le calcul avec Mohamed Zghari qui avait cette compétence au niveau juridique et financier. On a fait le calcul, un enfant nous coûtait à peu près 240 000 dirhams par année. Donc vous multipliez 200, si on arrondit, bon, allez à 300 000 dirhams. Il arrivait chez nous à 12 ans, il sortait à 18 ans. Donc ça fait à peu près 6 ans de travail avec nous. 3 fois 6, 18, ça fait 1,8 million. 1,8 million à l'échelle du football, dirham, à l'échelle du football international, si on dit ça fait 180 000 euros. Et vous savez qu'aujourd'hui, le montant minimum d'indemnité de formation, c'est 90 000 euros par année de formation. Entre 24 000 euros et 90 000, déjà, vous faites une plus-value. Exactement. Et en plus, si le joueur est sous contrat avec vous, vous avez le transfert. Les transferts, vous demandez ce que vous voulez. Aujourd'hui, le transfert de Nasseri, s'il doit partir de Séville, il a, je crois, d'après ce que j'ai compris, il a une clause libératoire de 20 millions d'euros. Vous avez Naïf Aguer, ça c'est le club. Et après le joueur, il a son salaire, il a pris ma signature, etc., etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites de la bonne formation, quand vous prenez votre temps, vous êtes capable de générer aussi de l'économie du football. Exactement, exactement. Donc maintenant, ça fait quand même un peu de temps que vous avez quitté le Maroc. Après la direction technique nationale, vous avez rejoint l'OM. Maintenant, vous êtes en Arabie Saoudite. Est-ce qu'un retour au Maroc, ça ne vous... Retour, moi je suis quelqu'un qui est un homme de challenge et un homme de défi. D'accord? Moi, si demain, je dirais, mon pays, qui est le Maroc, a de nouveaux défis et qu'il a besoin de mes compétences, s'il estime que j'ai les compétences, c'est mon pays. C'est pas un pays étranger. Aujourd'hui, en toute honnêteté, je me plais énormément. Ce que j'ai vécu au Maroc, c'était ma première expérience de DTN, de 2014 à 2019. J'ai pris beaucoup de plaisir avec une personne, avec Fawzi El Khajar. Pendant les 4 premières années, bon, la 5e était un peu plus difficile, mais pendant 4 années, c'était exceptionnel. On a mis des bases, on a travaillé avec les ligues, on a travaillé avec les clubs, même si les clubs aujourd'hui, c'est compliqué d'intégrer la notion de formation, mais ça a pris quand même un petit peu, la mayonnaise a pris un petit peu. Donc c'est vrai que bon, c'est mon pays. Demain, on fait appel à moi pour quelque chose de bien précis et quelque chose je dirais, constructif. Moi, bien sûr, c'est mon pays, mais aujourd'hui, j'ai un super challenge XXL avec l'Arabie Saoudite. Je me plais beaucoup et j'ai envie de terminer mon aventure avec eux. Comment d'ailleurs comment il est, ça veut dire le travail en Arabie Saoudite, qu'est-ce que vous faites? C'est exceptionnel. Moi, je suis directeur technique national, comme je l'étais au Maroc. Je m'occupe du développement du football à travers les jeunes, dans tout le royaume, et Dieu sait, le royaume est très grand.
J'ai la responsabilité depuis peu de tout ce qui est formation de cadre, comme je l'avais ici avec Jean-Pierre Morland, que Dieu a son âme. Et puis, j'ai tout le développement du football d'élite, à la fois en contact avec les clubs directs et le développement avec les sélections nationales. Que ça soit garçons ou filles, aujourd'hui, sélection nationale, on est passé de 4 équipes nationales à 10 équipes nationales. On avait les moins de 15, les moins de 17, les moins de 20, les moins de 20, les moins de 23. Maintenant, on a une équipe nationale dans chaque année d'âge. Donc, pour pouvoir leur permettre d'avoir plus de compétitivité, plus d'expérience. Donc, voilà. Donc, mon spectre est assez large, comme je l'ai été ici au Maroc. Il n'y a pas de changement, si ce n'est le pays est plus grand. Voilà. Okay. Mais le potentiel, il est aussi bon que celui du Maroc. Donc, revenons un petit peu au Lion de l'Atlas, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Est-ce que vous pouvez qu'elle pouvait aller jusqu'au bout lors de la prochaine CAN? Pour la prochaine, déjà, pendant la Coupe du Monde, souvent les gens se posaient les questions sur bon, est-ce que le Maroc va faire un parcours Coupe du Monde, machin, est-ce qu'ils vont pas s'arrêter au premier tour? Et moi, j'étais persuadé, je le disais aux spécialistes du foot qui étaient autour de moi, je dis, si je mets dans la balance, dans le groupe qu'avait le Maroc, les clubs dans lesquels jouaient les joueurs du Canada ou de la Croatie, etc., et on prenait nos joueurs à nous, il n'y a pas de différence. On commençait à jouer dans des pays majeurs. Mais le football, c'est pas comme ça. Non, mais c'est un collectif. Je sais, c'est un collectif. Et on a, en plus, je finirai ça, quand vous prenez à Youssouf Nassali qui joue quand même à Séville, qui joue la Coupe d'Europe, vous avez Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain et qui a gagné quand même des championnats. Quand vous faites la balance, il n'y a pas de différence. Après, la différence qu'il y a, c'est toujours l'entraîneur. Quand on était avec Hervé Renard, il nous a qualifiés, ça faisait 20 ans qu'on n'était pas qualifié à la Coupe du Monde, il nous a qualifiés, donc l'entraîneur a fait quelque chose, d'accord? Avec des joueurs qui existaient avant. Les joueurs, aujourd'hui, avec Walid Regragui, il a construit aussi quelque chose d'exceptionnel, qui les a amenés, qui les a décomplexés, qui les a décomplexés, mais qui a eu quand même des joueurs qui ont une expérience déjà de 3 ou 4 Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde déjà. Une grande majorité ont déjà participé à ça. Et donc là, aujourd'hui, pour la Coupe d'Afrique, pour ce que vous venez de dire, mais ils ont quand même participé à 4 Coupes d'Afrique, ça va être leur 5e. Hakimi a fait 4 Coupes d'Afrique, ça va être sa 5e, il va faire 2 Coupes du Monde. Mais, excusez-moi de vous interrompre, par exemple, en Coupe du Monde, le Maroc, elle a bénéficié de ce qu'on peut dire, elle était le petit poussé, on va dire, tout le monde à l'époque, oui. Pas nous, tout le monde est. Donc, elle a bénéficié un petit peu de cet effet de surprise. Là, l'équipe attendue. Oui. Tout le monde veut battre cette équipe nationale. J'allais en venir. Aujourd'hui, leur expérience, l'expérience de Walid, quoi que l'on dise, même si c'était sa première action avec l'équipe nationale, il a une grosse expérience, à la fois du footballeur, je dirais, double national, qu'il a été lui, déjà. Et il a l'expérience parce qu'il a entraîné le FUS et le Wydad. Il a l'expérience du joueur local. Donc, il a su faire la mayonnaise. Et aujourd'hui, c'est un gars qui est très attentif. Et il sait pertinemment qu'aujourd'hui, si on joue avec la tête de la Coupe du Monde, on est mort. Parce que l'adversaire, il veut battre le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le 4e pays du monde. On veut les gagner parce qu'on veut gagner en notoriété. Et on veut les gagner parce que ça va nous faire gagner des points sur le ranking FIFA. Donc, mais je sais qu'il y a un entraîneur et son staff avec Rachid Ben Mahmoud et tout ça, qui sont vraiment très attentifs à ça. Et je sais que les joueurs ont gagné en expérience. Et donc, s'il y a la connexion de l'exigence du staff, plus la prise de conscience qu'on est l'équipe à battre, on est capable. Si on donc prend c'est faisable pour vous, donc, un titre en Coupe d'Afrique. Moi, franchement, j'y crois, à la condition que tous ces éléments soient imbriqués. Que les joueurs qui rentrent avec toujours cette faim de dire on est capable de démontrer qu'on n'a pas été en demi-finale par hasard. On est arrivé par notre expérience, par nos qualités, par notre savoir-faire. Parce que là, quand je dis décomplexé, on a montré que le Maroc avait un savoir-faire. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont été formés au pays. On parle souvent, oui, ils ont beaucoup de binationaux, ils sont... Non, mais il y a une ossature. Quand je vous parle que l'épine dorsale, vous avez bon, même si c'est pas le gardien, mais Bounou a commencé le foot ici, hein, au Wydad. Mais vous avez un Naïf Aguerd devant lui, il a un et puis devant lui, il y a l'épine dorsale. C'est un savoir-faire marocain.
Et donc aujourd'hui, effectivement, pour la Coupe d'Afrique, si on chope pas, comme on dit, la mouche un peu la grosse tête, je pense qu'on a les capacités. On a des 2 joueurs par poste qui jouent dans des championnats majeurs, qui gagnent des titres. Donc c'est quelque chose pour moi qui est tout à fait du faisable. Quel genre de piège peut guetter cette équipe lors de cette prochaine CAN? C'est la facilité. C'est croire que quand vous êtes en Coupe du Monde, vous êtes dans un environnement autre que la Coupe continentale. Ce n'est pas spécifique que pour l'Afrique. Ça peut être aussi pour l'Asie, pour l'Europe, pour l'Amérique du Sud, pour la CONCACAF. C'est un titre continental. Donc, ce qui fait que vous allez arriver dans un environnement, vous allez être en Côte d'Ivoire. Vous avez des supporters qui vont être contre, vous avez un public qui va être contre vous. Quand vous étiez en Coupe du Monde, le stade était conquis pour vous. Exactement. Et même ceux qui n'étaient pas les supporters du Maroc, qui étaient peut-être les supporters de France ou de Belgique, ils étaient là pour vous. Tout était rouge. Là, quand vous allez, oui, il va y avoir du public marocain. Ils vont compter sur eux. Mais vous devez leur donner cette fibre et puis cette vibration. Si vous partez sur la pointe des pieds, dire attention, il faut pas que je me blesse parce que j'ai la deuxième partie de championnat. Oui, on a pu être demi-finaliste en Coupe du Monde, on va y arriver. Non, c'est le terrain. C'est quand vous sortez du STR, vous êtes sur le terrain, c'est un autre monde. C'est la guerre. J'exagère. C'est la guerre footballistiquement parlant. Voilà, c'est le sacrifice, c'est l'honneur. Ces mots-là doivent les prendre par les tripes, de dire quand je rentre sur le terrain, non, chaque centimètre doit être à moi, chaque seconde est à moi. Parce qu'en face, c'est pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe d'Afrique. Oui. J'ai commencé par l'académie, je veux finir par l'académie. Aujourd'hui, vous le savez très bien, le football évolue, les pratiques d'entraînement évoluent, la formation évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est temps de s'arrêter de faire le bilan pour l'académie pour pouvoir repartir de l'avant et toujours que l'académie soit une fabrique de talents? Est-ce qu'on ne doit pas rester sur les mêmes modes de formation? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou là tout est encore meilleur comme non, bon, je vous cache pas que je vous interromps en France, il y a des entraîneurs d'attaquants, des entraîneurs de défenseurs, des entraîneurs du milieu, donc tout un stade d'entraîneurs, pratiquement il y a une spécialité par ligne. Donc aujourd'hui, ce qui n'est pas tant aussi chez nous, là ça se fait déjà, ou là je ne sais pas comment. Alors, bon, je vous cache pas que depuis que je suis parti déjà de l'académie, même en étant à la fédération royale marocaine de football, il y avait quelques contacts, suivi contact. Puis après, bon, comme j'étais à l'initiative, grâce à Sa Majesté, pour que ce soit la construction, le recrutement, tout le concept, bon, j'étais au feu. Hein. Donc je veux pas faire d'ombre, donc je me suis retiré. Donc j'ai pu, quand on me demandait, j'intervenais. Quand on me demandait pas, donc au jour d'aujourd'hui, en toute honnêteté, je sais pas ce qui s'y fait. Donc voilà. Mais moi, à mon avis, il faut pas faire arrêt sur image. Il faut bien sûr être capable de faire des bilans tous les ans ou tous les 3 ans, parce que c'est des cycles, et se dire aujourd'hui on en est où, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut, quand des fois on dit arrêt sur le truc et puis repenser. Non, il faut pas repenser. On a les bases. C'est comme dans une maison. Dans une maison, vous mettez les fondations, vous montez les murs, vous mettez le toit. Et après, qu'est-ce que vous faites quand vous avez votre maison? À l'intérieur, vous mettez des meubles, vous changez les meubles, etc. Donc aujourd'hui, le football, c'est la même chose. Les fondations existent, les murs existent. On a montré qu'on était capable d'avoir un savoir-faire dans nos propres pays. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qui est améliorable. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous. Là, avec la fédération saoudienne, on va former des entraîneurs attaquants, des entraîneurs défenseurs, parce que c'est des postes vraiment spécifiques. Les milieux de terrain, c'est pas une urgence, mais les vrais défenseurs qui aiment défendre, les attaquants qui sont capables de sacrifier pour aller marquer, là, il faut mettre quelque chose en place. Les spécifiques gardiens de but existent depuis des années. Et il y a aussi un autre point sur lequel on est en train de travailler, qui doit être aussi, je le donne à mon pays, c'est de dire, aujourd'hui, le football, certes, se joue avec les pieds, mais se joue beaucoup avec le cerveau. Et c'est Arsène Wenger qui m'a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Arsène Wenger, il dit, pendant des années, des lustres, nous avons entraîné du cou au pied. C'est-à-dire, on a travaillé la technique, on a travaillé la condition physique au niveau cardio-pulmonaire. Ça, on sait faire. Musculaire, on sait développer. Mais par contre, là, on n'a pas beaucoup travaillé. C'est pour ça que maintenant, on a fait venir des préparateurs mentaux, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut prendre des spécialistes des neurosciences. Et la différence aujourd'hui, pourquoi Messi est un top du top? Pourquoi un Zidane a été du top du top?
Pourquoi un Messi est un top du top? Pourquoi un Cristiano Ronaldo est un top du top? Tout simplement parce qu'ils ont capacité, comme on le disait tout à l'heure pour Naïf Agal, ils ont capacité de vitesse de décision. C'est pas la vitesse de course ou la vitesse de frappe. C'est vite décider dans un laps de temps très court, au bon endroit et au bon moment. Et donc ça, c'est vraiment l'axe de travail. Se dire aujourd'hui, il faut faire rentrer avec nous dans le football des spécialistes des neurosciences qui vont nous expliquer comment un Maradona est capable, à l'époque Maradona et aujourd'hui un Messi ou un Cristiano Ronaldo, sont capables de décider en une fraction de seconde. Frapper, passer. D'ailleurs, tacler, la récupérer. passe de Messi, je ne sais pas, contre le Mexique, il y a une passe vraiment lumineuse. Oui, il est venu ailleurs. Mbappé, il a la vitesse de course, il a une agilité technique exceptionnelle, mais surtout, il sait décider. Quand est-ce que je frappe, quand est-ce que je passe, quand est-ce que je cours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le domaine sur lequel on doit travailler à l'avenir. Merci bien, Monsieur Larguet. Et on souhaite, Inch'Allah, النجاح في الخدمة ديالك. شكرا وديما وقت شيق معكم مع la doublette ديالك qui est derrière l'écran, qui est aussi, il faut jamais oublier les gens de l'ombre. Jamais. Et puis merci beaucoup pour cette invitation et c'est toujours un plaisir d'être en relation avec vous.